Alors vous savez que eh bien, nous, on crée aussi des clients puisque tous les cavaliers de nos clubs consomment. Et donc la personne qui représente la société qui va venir maintenant, elle bénéficie de tous ces clients qu'on leur envoie. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement celle qui connaît déjà vos clients futurs. Grosse maison, ils font beaucoup d'études, donc son expertise est très intéressante. Domitille Delambre, qui travaille chez Decathlon et qui est chargée du développement, qui va nous exposer sa vision du futur et la vision prospective de cette grande société. Bonjour à tous. Déjà un grand merci de nous avoir conviés. Alors je viens au nom de Fuganza, donc toute l'équipe de cavaliers du groupe Decathlon. Pour la petite présentation, donc moi je travaille dans l'équipe commerciale de Fuganza. Alors plus particulièrement pour ma part sur les pays en dehors de l'Europe, puisqu'on est présent dans énormément de pays dans cette zone-là. Et je travaille aussi avec mes collègues de la France et de l'Europe, et notamment sur toute la partie études. Et pour information ou petit rappel, donc Fuganza, c'est bien la marque équitation de Decathlon, et c'est une marque de 40 personnes, de cavaliers, qui dessinent et conçoivent des produits d'équitation. Donc, mis à part quelques produits autres que Fuganza que nous avons dans nos rayons, c'est bien des produits qui ont été pensés et travaillés chez nous. Alors, Alors, le titre est un peu long et compliqué, mais en très bref, l'idée c'est de vous faire... Alors, de notre point de vue, évidemment, on est inspiré de toutes les études des organismes nationaux qui nous fournissent beaucoup d'études, de la Fédération, de l'IFCE et autres. C'est de vous faire un petit bilan de l'état du sport aujourd'hui en France, puis de l'équitation, et de pourquoi on cible l'adulte en équitation et comment le cibler. La France aujourd'hui, c'est le 17e pays sportif d'Europe sur 28. On est un peu dans le milieu des pays sportifs, c'est pas énorme. Les pays les plus sportifs, globalement, c'est nos voisins du Benelux et de l'Europe du Nord. Notamment parce que c'est des pays qui ont aussi un rythme adapté à ça, avec des journées davantage raccourcies. Les journées de travail et d'école sont terminées en général aux alentours de 15-16 heures pour favoriser la pratique sportive en famille suite à ça. On évalue à 66% des Français, qu'on va considérer comme adultes, mais des très jeunes adultes, 66% des Français qui ont une pratique sportive dans les 12 derniers mois de façon régulière, ça veut dire au moins 3 fois par an. C'est pas énorme, mais en tout cas, c'est la base de ce chiffre-là. Pour autant, seulement 25% de ces sportifs sont licenciés. Ça, c'est pour le global des sports aujourd'hui. Et 20% des non-pratiquants qui souhaitent se remettre au sport. Donc évidemment, ça, c'est une population qui nous intéresse parce que c'est un potentiel de 4 à 5 millions de personnes, en tout cas qui sont volontaires pour se remettre au sport, et 25% des Français qui souhaitent pratiquer un nouveau sport. Soit un sport supplémentaire, soit se mettre à un nouveau sport pour les non-pratiquants. Il y a une tendance qui est très générale du plein air, donc énormément d'apparitions aussi de nouveaux sports ou de sports indoor qui commencent à se pratiquer aussi en outdoor, mais le plein air, c'est vraiment le cadre de prédilection des Français pour le sport. Et la santé et la détente qui, de plus en plus, et je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, sont les premières motivations pour la pratique. Là, je vais vous faire part de quelques grandes tendances qui sont observées malgré tout, et en tout cas sur lesquelles on aime s'attarder quand elles vont dans notre sens et qu'on sait que ça va remettre les gens au sport. Le marché du sport est un marché en pleine expansion, malgré la crise économique, le contexte et tout ce qu'on évoque, parce qu'au contraire, dans ce contexte de crise, les gens ont davantage besoin de se changer les idées, de prendre le temps pour eux, et le sport en bénéficie.
C'est le loisir préféré des Français, qui passe avant le tourisme ou autres activités, et notamment pour les personnes interrogées, parce que le sport représente un vecteur de valeur morale et émotionnelle. Alors il y a le fait que les Français ont bien pris conscience des bienfaits du sport sur notre état physique et moral. Et un facteur aussi très important, c'est le rapprochement. Tout à l'heure, dans les présentations, on évoquait les technologies, le crétin digital, comme vous disiez. Pour nous, la technologie, en tout cas, on fait vraiment en sorte que la technologie ne soit pas pour remplacer l'humain, mais en tout cas aux faveurs de la relation humaine. Puisque la technologie peut nous aider dans la gestion et nous aider à créer des liens, plutôt que de remplacer ce lien social direct. Une des grosses difficultés chez le public adulte, et vous l'évoquiez juste avant avec ces jeunes femmes de 29 ans, enfin, c'est à partir de 29 ans qu'on constate un abandon à l'équitation en tout cas. Une des difficultés les plus évoquées pour le public adulte, c'est la difficulté de placer le sport dans leur emploi du temps. Donc ça, c'est vraiment un des leviers auxquels on doit faire attention, de trouver une façon de sensibiliser les adultes au sport, de sorte à ce que cela soit simple et se casse dans leur emploi du temps. Les trois grandes tendances aujourd'hui les plus observées, et alors je vais vous parler de à horizon aussi 2030, parce qu'aujourd'hui on travaille sur des visions à 10 ans. C'est la gamification et connexion. Alors gamification, c'est tout simplement pour dire que la notion de jeu est de plus en plus importante dans le sport. Non pas forcément des jeux virtuels ou en ligne, la notion de jeu tout simplement, à contrario de la compétition, la notion de jeu pour le plaisir dans le sport, en équitation comme les kiffen, le horseball ou des activités qui sont plus ludiques, mais en dehors du sport, vous avez les color run ou beaucoup d'activités de ce type-là aussi qui apparaissent et qui sont très plébiscitées, puisque c'est une façon beaucoup plus ludique de mettre les gens en sport, parfois même sans leur faire prendre conscience de façon immédiate qu'ils font du sport grâce au jeu. Et la connexion, alors que ce soit là pour du jeu et du sport virtuel, puisque vous en avez peut-être entendu parler, mais apparaît le e-sport qui crée beaucoup de débats, et la connexion aussi, puisque on a plein d'outils digitaux qui nous aident dans nos pratiques du sport ou l'organisation. La femme dans l'avenir du sport, pourquoi les femmes vivent plus longtemps. Les femmes sont celles qui, avant 40 ans, sont moins nombreuses dans le sport, mais deviennent de plus en plus nombreuses à la suite. Et une volonté déclarée des femmes à se mettre au sport qui est plus importante que les hommes. Et la distribution dans le sport, donc là, ça concerne... aussi bien les infrastructures sportives que le matériel des sportifs. Quand on parle de modèle serviciel, c'est tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler avec des sportifs sans entrer en relation directe avec eux. C'est pour ça que je vous dis on ne veut pas couper le contact, mais la notion de service pour rester en contact ou créer le contact avec les sportifs est le plus important. Là, je vais vous le faire très rapide. Ça, c'est le marketing sportif, encore une fois, au sens très large. 10 tendances structurantes. Alors, on a 4 tendances endémiques, ce qui veut dire que ça, c'est lié à la maturité de notre marché du sport en France. Une notion essentielle, c'est le sur-mesure. Ça, c'est quelque chose qui se pratique, et non pas seulement dans le sport, dans tous les domaines. La notion du sur-mesure, un besoin d'être pris en compte, la personnalisation, ça c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui. La pratique du naming, alors ça nous concerne moins, mais c'est notamment le fait d'associer ou de parrainer des noms à un lieu, comme baptiser votre carrière de Pénélope Le Prévost. Voilà, ça s'appelle du naming. En tout cas, c'est une tendance dans le marketing qui est importante. L'ouverture à l'international de grands événements et le lien entre le sport et le divertissement. Ça rejoint le gaming dont je vous parlais juste avant.
on a 3 tendances sociologiques fortes. Alors encore une fois, on parle de la féminisation dans le sport. La notion de responsabilité sociale et environnementale, ça c'est dans tous les domaines. Vous verrez qu'on parle de et la santé et la notion territoriale et environnementale qui sont essentielles. Et la volonté de conquérir donc les millénials, donc c'est notre cible d'adultes globalement qui se situe entre 20 et 40 ans, qui est la plus volatile, qui switch et change assez facilement d'activité et qui est la moins fidèle aujourd'hui. Et les tendances technologiques, donc là c'est vraiment plus à but marketing pur. La data, donc c'est toutes les données qu'on peut avoir sur nos sportifs. Et qui vont nous aider justement à personnaliser nos offres, à mieux les connaître. Les nouvelles pratiques qui apparaissent aussi grâce aux technologies. Dans les sports extrêmes urbains ou e-sport, c'est le plus flagrant. Et la disruption technologique, notamment avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, dont on peut se servir pour des entraînements sportifs. En équitation, ça se fait aussi pour les préparations de parcours avant concours ou autre. En tout cas, c'est une nouveauté. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre en direct. Alors si on en vient un peu plus à l'équitation, et alors s'il y a des chiffres qui ne sont pas bons, n'hésitez pas, ou qui en tout cas qui sont plus parfaitement à jour. Aujourd'hui en France, l'équitation c'est la 3e fédération sportive en nombre de licenciés. Après le football et le tennis. Il faut le préciser parce que c'est quand même des sports qui sont pour nous bien plus unanimes dans le paysage français. Et pour autant l'équitation apparaît quand même en 3e. C'est non négligeable, en tout cas c'est un chiffre en général qui étonne. On a environ 800 000 Français qui pratiquent l'équitation régulièrement. Régulièrement, ça veut dire au moins une fois par mois. Avec un paysage de 1 100 000 chevaux en France. C'est-à-dire qu'on a plus de chevaux que de pratiquants réguliers. Juste pour information, un peu plus d'1 million de chevaux en France, c'est l'équivalent de l'Angleterre ou l'Allemagne proche de nous, mais c'est quand même un bassin en nombre de chevaux qui est extrêmement important et un des plus importants rapporté à la taille de notre territoire. Pour autant, vous parliez tout à l'heure des non-licenciés, il y a environ 2 200 000 cavaliers déclarés qui pratiquent au moins une fois par an. C'est quand même quasiment 3 fois plus que le nombre de cavaliers réguliers et licenciés chez nous. Et encore plus intéressant, c'est que 14 millions de Français déclarent vouloir pratiquer l'équitation. 50% le disent à titre de loisirs, vacances, en randonnée, de façon très occasionnelle. Pour autant, sur 14 millions de personnes, on se dit qu'on a quand même une sacrée opportunité d'aller recruter de nouveaux cavaliers. Donc je vous disais, il y a 66% de cavaliers qui pratiquent de manière occasionnelle. Et seuls 25% par contre sont très assidus, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Nos cavaliers de club qui sont inscrits toutes les semaines et viennent toutes les semaines, eux ne représentent qu'un quart des cavaliers. Et en l'occurrence, quasiment la majorité se trouve chez les enfants et chez les filles. Donc 70% de pratiquants, ça je pense que c'est une découverte pour personnes qui sont de sexe féminin, et 50% de ces cavaliers déclarés de moins de 18 ans. On a 60% des cavaliers réguliers qui montent en centre équestre. Pour les autres, ce sont toutes les structures qu'on appelle hors club équestre, type tourisme équestre ou autre, ou alors des opportunités de monter via des séminaires, via des associations ou autres, mais en tout cas qui ne montent pas en club. Tous les propriétaires avec leurs chevaux et structures à domicile ne sont pas dans ces chiffres-là.
Dans les grandes tendances les plus observées, alors je pense qu'il va y avoir des redites avec tout ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Alors le principal, c'est le pouvoir d'attraction du cheval, qui est essentiel. Et qui en tout cas nous laisse une opportunité de toucher énormément de personnes, dont les non-cavaliers. Le bien-être animal, le bien-être du cheval, ça c'est évident. Le bien-être du cavalier, et dans le bien-être du cavalier, on parle de plus en plus de la préparation physique qui n'est pas à cheval, sur laquelle sont beaucoup plus avancés nos voisins européens, et aussi dans tous les autres pays. Où pour la majorité, on apprend à monter à cheval en ne montant pas à cheval. C'est des préparations au sol en premier lieu, et physique et pour le contact avec le cheval. Et même la préparation physique des compétiteurs et professionnels qui est de plus en plus prise en compte. Mais aussi le bien-être du cavalier dans la préparation mentale, on va dire, en tout cas une meilleure connaissance de soi et le développement personnel pour optimiser son travail à cheval. Cette relation homme-cheval, donc c'est non seulement pour la reconnaissance des valeurs éducatives du cheval, le cheval comme partenaire à l'éducation de la santé, comme il a été inscrit dans les stratégies en tout cas nationales du sport, et le cheval médiateur et thérapeute, comme Carole l'a évoqué tout à l'heure. Deux notions qui sont vraiment très différentes d'il y a quelques années, c'est la notion de plaisir et de nature. C'est deux notions qui ressortent sans cesse, peu importe les publics interrogés, peu importe les structures qu'on rencontre, mais ces deux notions sont des notions essentielles, et en l'occurrence en équitation, et pas que, comme je vous l'évoquais juste avant, sur la majorité des sports, c'est le cas. Et on a l'intérêt du cheval pour le développement territorial et environnemental. Alors là, vous avez notamment, au-delà du tourisme équestre ou de la randonnée, des disciplines comme le hunter, l'endurance, le CCE ou autres qui sont d'autant plus appréciées et montrées. Et vous avez aussi tout le travail de l'éthologie, l'équitation à pied. Alors tout ça, on l'entend en tout cas en pratique extérieure et ludique. Et le cheval citoyen, mais j'en reparlerai un petit peu après. L'événementiel hippique aussi, qui est de plus en plus important. Et la compétition de haut niveau, même si là on en parle moins, mais en tout cas la compétition de haut niveau reste dans les grandes tendances pour nous, et en tout cas un sujet important. Dans toutes ces grandes tendances qui, en tout cas pour nous, sont plutôt en faveur du sport et de la pratique de l'équitation, on a quelques signaux faibles. Alors c'est la difficulté de fidéliser les cavaliers, et pour nous la plus grosse perte, elle est en effet à l'adolescence. Dans le passage à l'âge adulte, c'est le moment où on a le plus de difficultés à garder les cavaliers. Le cheval dans le bien-être animal et bien-être de l'homme. Malgré tout, quand on parle du cheval animal de compagnie, notamment dans le rapprochement avec des malades, des personnes âgées, les centres les maisons qui accueillent les chevaux retraités ou autres, malgré tout, sont d'actualité et ont du mal à vivre ou à percer, en tout cas dans leurs activités. Et la baisse du nombre de structures équestres, alors c'est pas le nombre global, puisque sur le territoire français, on a un nombre de structures équestres qui est toujours équivalent, ou en tout cas qui a réévolué depuis quelques années. Par contre, c'est la notion de concurrence entre eux, comme vous l'évoquiez juste avant, et surtout, malheureusement, en dépit des petits clubs et poney clubs, du fait, alors on le disait, du rythme scolaire des enfants, de l'autoconcurrence, des propositions des communes et autres associations. Tous ces éléments ont plutôt été en défaveur des poney clubs ou des petites structures, et des petites structures éloignées des villes, donc un peu plus isolées. Alors dans les perspectives d'évolution de l'équitation, là je vous fais juste une très brève synthèse d'une étude de l'IFCE qui a été faite en 2012 sur l'avenir de la filière équine à horizon 2030.
plusieurs scénarios ont été présentés. En l'occurrence, un premier scénario qui était l'équitation de loisirs, tous à cheval. L'équitation séduit tout type de public, tout âge, tout niveau, tout sexe. Séduit davantage les hommes qu'aujourd'hui. Et en tout cas, les structures équestres sont aptes à avoir une offre pour tous ces publics, une offre assez diversifiée à des prix attractifs. Ça, c'est un schéma. Évidemment, à aujourd'hui, notre schéma préféré, mais c'est bien un mix de tous ces schémas qui est pressenti, en tout cas en synthèse de l'étude. Un scénario qui est le cheval, c'est la compétition et le cheval de l'élite. Là qui renforce l'équitation comme sport élitiste, sport de niche et un peu plus confidentiel, on va dire, avec la compétition de haut niveau comme un incontournable et un public masculin davantage séduit dans ce scénario. Et une troisième perspective qui était le cheval de travail, le cheval citoyen et compagnon. Alors on l'évoquait tout à l'heure, le cheval citoyen, c'est aussi bien pour le bien-être individuel que collectif, mais il y a aussi des démarches qui sont déjà mises en place par des organisations publiques. Alors là, je suis désolée, la première qui me vient en tête, elle n'est pas en France, mais elle est plus proche de chez moi. À Bruxelles, il y a déjà de nombreux quartiers où la collecte de déchets se fait avec... c'est une collecte hippomobile, et donc c'est des chevaux qui tractent et font les collectes de déchets. Ce genre de petites initiatives sont de plus en plus présentes. Et ça fait partie du cheval citoyen et corrobore tous les besoins de santé, bien-être, territoire, développement durable et responsable. Voilà. En tout cas, ce genre d'initiative est de plus en plus important. Et dans le cheval compagnon, on l'a évoqué, c'est toute la médiation avec l'animal. Alors avec tout ça... les chiffres, en tout cas, qu'on a évoqués, évidemment, tous les publics nous intéressent. Par contre, on sait qu'il y a une réelle opportunité sur le public adulte. Et alors, on dit plus particulièrement les femmes, pour autant, on sait qu'on a un potentiel aussi à aller chercher les hommes. La seule chose, c'est que on sait que de par toutes les déclarations qui sont faites, et qu'en général, les femmes adultes gèrent les organisations de la famille et vont être, en tout cas, les premières influenceuses de la mise au sport de leur foyer. C'est pour ça que là, on va dire qu'on s'attarde sur les adultes et les femmes. Les notions qui ont véritablement changé, ou en tout cas qui sont essentielles pour ce public, c'est le plaisir, l'envie de s'amuser, se déstresser. Aujourd'hui, avant la recherche du dépassement de soi, de la compétition, c'est vraiment ces notions-là qui sont mises en avant. Et le bien-être, la bonne santé physique et mentale. Alors comment Alors j'ai pas pour prétention de dire que c'est comme ça qu'il faut faire, mais en l'occurrence c'est vraiment de par les discussions qu'on a avec divers acteurs et le travail de cette vision à 10 ans qu'on fait de façon globale sur tous les sports, que je vous livre en tout cas quelques éléments qui ressortent fortement pour nous. Pour toucher ce public-là, la notion de sens est essentielle, la notion de sens fort, d'avoir un engagement qui est très clair pour nos pratiquants, clients, peu importe, en tout cas, cette notion-là est essentielle, et d'avoir un projet éducatif. Alors, il ne s'agit pas que d'enfants, le projet éducatif, il est aussi pour les adultes qu'on va mettre au sport, et ce qu'ils vont apprendre et ce que va leur apporter cette pratique. Proposer des activités diversifiées pour chaque public cible, ce qui ne veut pas dire qu'on doit s'attaquer à tous les publics, mais en l'occurrence, alors, les femmes adultes ou les hommes adultes, les adultes débutants, les adultes qui se remettent à cheval, les personnes âgées, les personnes handicapées, en tout cas, il faut bien cibler ce public-là pour pouvoir y proposer les offres adaptées à sa pratique. Les activités pour toute la famille, alors ça, que ce soit de façon permanente ou ponctuelle, pour nous, ce sont des points essentiels qu'on voit dans de plus en plus de structures, qu'on voit
davantage dans les autres pays qu'en France et qui ont une vraie valeur ajoutée, en tout cas dans le rapport qu'entretiennent les structures équestres avec leurs cavaliers. Les activités pour toute la famille, notamment de façon ponctuelle. Vous avez les journées parents-enfants où on met les parents à cheval, où des jeux sont organisés pour faire découvrir la pratique de leur enfant aux parents, des courses relais ou autres, en tout cas des journées qui vont leur permettre de découvrir cette pratique, ce sport et l'animal qui fait souvent un peu plus peur aux parents. Et de façon permanente, on a aussi de plus en plus de structures qui proposent une pratique couplée entre parents et enfants. Et là, il y a énormément de façons de faire. Je pense qu'il y a autant de façons de faire aujourd'hui que de structures qui le pratiquent. Mais c'est une pratique où on propose aux pères ou mères de pratiquer avec leur enfant, que ce soit à pied, parfois des séances uniquement à pied, parfois des séances où on couple les deux. Et le parent ne monte pas, parfois le parent monte. En tout cas, c'est une vraie... Aujourd'hui, pour nous, c'est un vrai levier de croissance. Et en l'occurrence, du fait de ce rythme et de l'emploi du temps dont on vous parlait des parents, mais quand ils accompagnent leurs enfants à l'activité, en l'occurrence, ils sont occupés sur ce temps-là, qu'on a 65% des femmes qui disent pratiquer le sport avec leurs enfants et qui souhaitent le faire davantage. Donc aujourd'hui, ça se pratique plus sur d'autres sports que sur l'équitation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant à souligner. Et c'est souvent par ce biais-là que les adultes débutants se mettent à cheval quand ils le découvrent avec leurs enfants. Donc c'est un peu ce que je viens d'évoquer là, l'activité sportive chez les mères, donc la pratique couplée avec les enfants. Et il y a aussi les solutions de garde d'enfants. Alors non pas de dire d'avoir des garderies au sein des centres équestres, mais simplement de justement pouvoir coupler, adapter des plannings entre les séances poney pour enfants et des séances pour les mères, ou des initiations. Il y a des parents qui sont demandeurs d'initiation à la bourrellerie, à la maréchalerie, pour mieux connaître, et parce que c'est quelque chose avec lequel ils se sentent plus à l'aise, mais qui leur permet de rester dans ce domaine-là et d'utiliser leur heure de présence dans le centre équestre. Enfin, il y a énormément de choses possibles, mais c'est des choses qu'on voit, et en tout cas qui nous paraissent être une belle opportunité. Et de proposer des vrais lieux de rencontre. Alors des lieux de rencontre entre cavaliers ou non cavaliers. Les gens sont très demandeurs. Il y a une tendance aussi générale dans l'évolution de nos villes. Là, je suis au-delà du sport, qui est de revenir à l'essentiel, au basique, proche de chez nous, de faire moins de routes pour aller sur notre lieu de travail ou pour aller pratiquer notre sport. Et dans cette notion-là, les gens ont vraiment envie de se rapprocher de tout ce qui existe auprès de chez eux, de davantage connaître leur entourage. Et les centres équestres sont souvent cités, comme les fermes, comme un lieu de prédilection pour aller à la rencontre des gens. Parce que c'est ludique, parce que le cheval est un vrai médiateur entre toutes ces personnes. Et que beaucoup déplorent ne pas être toujours à l'aise de rentrer dans un centre équestre parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des codes auxquels ils ont du mal à faire face, qu'ils ne se sentent pas les bienvenus, que c'est un lieu ouvert qui n'est pas tant que ça, mais une vraie volonté en tout cas d'avoir des lieux de rencontre de façon générale, et les fermes et centres équestres sont vraiment cités parmi ces lieux favorables. Sur un sujet un petit peu différent, comment cibler, vous l'avez évoqué avec toutes les nouvelles applications ou autres qui sortent, l'utilisation des nouvelles technologies. Alors comme je disais, là c'est simplement pour se faire connaître et pour se simplifier la vie d'organisation, de gérants, d'enseignants en structure équestre. Ça va nous simplifier la vie pour les plannings ou autres, ou en tout cas passer moins de temps sur des choses qui ont un peu moins de valeur ajoutée, et de passer plus de temps avec les cavaliers, ou en tout cas ce qui nous permet de mieux les connaître. Si on connaît justement leur poney préféré, c'est la technologie qui va nous permettre de mieux connaître notre public, et en tout cas de s'en rapprocher. Ça, c'est un incontournable aujourd'hui. Et de faciliter l'accès aux structures, puisque, encore une fois, c'est valable pour tous les sports et particulièrement pour les centres équestres. Une des premières raisons qui va inciter les gens à se rendre sur un lieu sportif, dans un club sportif,
c'est le cadre et l'accueil, et en l'occurrence, le confort, la propreté, l'accueil des structures est cité comme un des points primordiaux dans la première approche du club sportif. Sur le même sujet, dans les activités, alors je pense que vous connaissez déjà tous, c'est juste un bref résumé de tout ce qu'on voit, en tout cas qui sensibilise ce public, au-delà de l'équitation traditionnelle, on va dire. Donc il y a le tourisme équestre, toutes les pratiques en extérieur, comme trek, balade, etc. Mais vous avez aussi l'attelage, le western, les rallyes. La notion de sport collectif à cheval. Alors le horseball et le polo sont vraiment plus connus, mais on parle de plus en plus de sport collectif à cheval, et notamment pour le public d'hommes. Chez nos voisins, le public d'hommes à cheval est beaucoup plus important que chez nous, notamment en tout cas en Allemagne et en Espagne. Et pour eux, un intérêt est souvent cité par le biais du sport collectif à cheval, qu'il soit à pied, avec des chevaux, ou à cheval. Je me dépêche. Toute la notion donc, de pratique ludique, vous en connaissez, vous les connaissez toutes déjà. L'équitation naturelle. Alors l'équitation naturelle, c'est la pratique sans aucun artifice, sans aucune aide, et en musique. Donc c'est différent du travail à pied que je cite juste là. Ces activités parents-enfants que je vous évoquais, et aussi l'avènement du bien-être, et notamment avec aussi de nouvelles pratiques type Eki-Yoga, les arts martiaux à cheval. Alors il y en avait un en particulier, mais je suis incapable de le dire, alors je l'ai enlevé. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Et je termine très rapidement avec la façon de les capter, de façon, en tout cas, ces cibles-là. L'enjeu, il est d'avoir vraiment une offre qui est pertinente, qui nous différencie de nos voisins ou de ce qu'on peut être aujourd'hui, d'avoir quelque chose qui nous ressemble. C'est-à-dire que si vous n'avez aucune appétence pour le jeu à cheval ou des pratiques type Equifun, ça sert à rien de le faire parce qu'il faut le faire. C'est vraiment important, comme un peu tout ce qu'on fait quand on parle d'alignement pour le cavalier, le cheval, il en est de même pour notre structure et en tout cas ce qu'on va proposer à nos cavaliers. Et de le faire à un prix acceptable en sachant bien le communiquer. C'est pour ça qu'on va utiliser les médias pour ça, pour créer ce lien avec les cavaliers ou les non-cavaliers, puisque le plus dur est d'aller chercher ces non-cavaliers, de réussir à les capter. Et pour ça, bien souvent, le plus important, c'est de jouer sur l'émotion. Donc les belles photos, l'expérience, les témoignages de personnes qui ont vécu les choses, qui sont aussi aujourd'hui les plus touchants, et avec les réseaux sociaux qui ont une ampleur dingue, les influenceurs. Tout simplement parce qu'en général, on retient plus facilement des choses qu'on a vécues, qui nous ont touchés, que quelque chose qu'on a juste entendu. Donc comme je vous le disais juste avant, il y a autant de façons de communiquer nos offres que de publics qu'on veut cibler. Là, l'idée, c'est de parler brièvement, en tout cas, de deux cibles principales qui nous intéressent. La première, c'est l'adulte débutant ou l'adulte qui souhaite se remettre à cheval, en tout cas la personne qui veut démarrer l'équitation dans une structure équestre. Aujourd'hui, les notions, en tout cas, auxquelles il est sensible et qu'on met en avant, aussi bien dans la pratique que dans la communication qu'on va lui cibler, c'est la découverte, la simplicité, l'authenticité, l'engagement, l'expérience et le développement personnel. Donc c'est un peu de la redite, mais vous voyez que c'est vraiment fort et c'est des choses qui reviennent sans cesse pour ce public adulte. Et en général, il se met à la pratique du sport, il est davantage sensible à son cercle proche et aux communautés dans lesquelles il est déjà présent. Des communautés qui se font beaucoup par ville, qui se font par cercle d'amis, qui se font entre parents d'élèves pour les parents, etc. Et la deuxième cible, c'est de fidéliser cet enfant adolescent qui va devenir adulte et qui en général décroche à un moment.
Là, cette notion, elle est un peu différente. C'est le conseil. Alors tout ce qu'on voit, les influenceurs et les coachs, vous avez une influence qui est énorme. Vous êtes des référents pour les cavaliers. Tout ce qui est conseil pour progresser, conseil pour entretenir son cheval. Et au-delà de ça, au moment où ils décrochent, les conseils de vie, de comment savoir gérer les études avec une vie de cavalier, compétiteur ou propriétaire. Ça, c'est un point qui les touche énormément et en tout cas qui est pris en compte. Et puis dans les communications, là, il y a besoin d'un peu plus de dynamisme, de personnalité ou de dépassement de soi qu'on retrouve moins chez la première cible. Et c'est des notions essentielles. Là, en l'occurrence, les plus importants, en tout cas dans leurs décisions, vont être les influenceurs, les coachs, et aussi ces communautés qui sont un peu différentes, mais en tout cas... influenceurs et coachs vont être les principaux à jouer dans leurs décisions. Alors j'ai fini, j'ai un peu dépassé, je suis désolée. Y a-t-il des questions? Moi j'ai une question déjà. C'est hier on a parlé matériel, on a parlé de la selle idéale pour pratiquer pour l'équitation adulte, cette selle qui serait un mix de selle de club, de selle Camargue, etc. Fuganza ne développe pas une selle pour les clubs à un prix attractif? Alors là, c'est un peu en dehors du sujet, mais pour être tout à fait sincère, sur la sellerie, aujourd'hui, ce n'était pas notre priorité parce que c'est un vrai savoir-faire différent. On avait un bourrelier que nous n'avons plus. On a des gens qui travaillent très bien le cuir et sur la briderie, etc. La selle, en tout cas, ce n'était pas notre priorité parce qu'on avait beaucoup d'autres lignes de produits qu'on souhaitait développer en premier lieu. Mais pour autant, je le note, c'est pas quelque chose qu'on abandonne, c'était juste une priorisation. Je note l'idée. Alors, moi j'ai une question un peu plus précise. Je voulais savoir, chez Fuganza, j'imagine que vous avez des chiffres. Est-ce que sur votre rayon enfant et sur votre rayon adulte, il y a une courbe qui s'est infléchie ou il y a une cohérence, il y a une modification? Sur nos ventes de produits, alors là, je vais le faire de façon très générale. L'enfant est toujours plus fort que l'adulte, mais la part de l'adulte devient quand même un peu plus importante. Et surtout, la part de l'homme devient plus importante. Après, il faut faire attention à ce qu'on en conclut, parce que c'est aussi qu'on avait davantage de produits, des produits peut-être plus ou moins pertinents selon les cibles, donc il faut faire attention. Pour autant, c'est... Globalement, la majorité se maintient quand même énormément sur la partie junior et femmes, qui sont le plus gros de notre clientèle. Alors la question c'était, est-ce que la mode cheval peut se décliner sur des noms cavaliers ? Oui, alors parfois on bénéficie des modes cavalières, comme il y a eu la mode des bottes cavalières, etc. C'était bien ça la question? Juste pour être sûr de là, je vais compléter la question. C'est des marques comme Rip Curl, comme certaines autres marques, elles sont vendues à 95% à des gens qui ne pratiquent pas le surf. Oui. Et pourtant, l'origine Rip Curl. Donc la question était, est-ce qu'il y a des marques d'équitation qui effectivement se vendent au grand public et qui pourraient peut-être même servir de support de communication pour trouver de nouvelles clientèles? Oui, c'est le cas. Alors, en tout cas, pour nous, notre volonté, elle est vraiment de cibler des produits qui sont faits pour l'équitation. Je prends juste un exemple, les gilets sans manches. C'est le type de produit que tous portent. Notre volonté, elle est d'y apporter des détails ou des spécificités qui sont typiques à la pratique de l'équitation et qui vont mettre en avant le confort ou la sécurité ou autre dans la pratique. Ça, c'est notre volonté. Pour autant, oui, ça se vend à beaucoup d'autres, notamment en fait tout ce qui est haut. Alors les pantalons, non. Mais en tout cas, dans les hauts, on a tous les hauts, que ce soit... alors je vais parler de deuxième couche ou troisième couche. En général, les premières couches, notamment quand il fait froid, c'est plutôt les cavaliers qui vont chercher les autres marques. En l'occurrence, pour des vestes, blousons ou autres,
on va souvent chercher d'autres types de clientèle, notamment avec des sports d'extérieur comme la voile, la randonnée, en tout cas des sports d'extérieur qui ont les mêmes contraintes que nous, de passer du chaud au froid assez rapidement, de pouvoir être déperlant et à l'abri du vent. En général, ces publics-là, on les touche aussi. Et puis le grand public pour les balades en forêt ou à la mer.